Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Un salarié ne doit pas nuire à son entreprise. Dit comme ça a l'air évident. C'est pas mal de se le rappeler. Oui, un salarié peut aussi être toxique et l'entreprise doit y faire attention. Et un salarié a des obligations vis-à-vis de son entreprise et il doit s'en souvenir s'il ne veut pas être sanctionné. C'est ce que va nous expliquer aujourd'hui Inès, qui est avocate et qui, de façon très transparente, va partager aussi les sanctions que peut encourir un salarié qui ne respecte pas complètement les règles du jeu. Bonjour Inès. Bonjour Magali. Alors Inès, tu es avocate, mais tu es une avocate avec une spécialité et un angle aussi, je pense, d'intérêt et d'expertise. Est-ce que tu peux nous dire lequel? Alors effectivement, je suis avocate en droit du travail, mais je suis surtout concentrée et experte des sujets de bien-être au travail, de lutte contre le harcèlement, les risques psychosociaux et les discriminations au travail. Donc je te remercie d'intervenir aujourd'hui parce que je vais te faire intervenir dans cet épisode. On pourrait imaginer un contre-pied, mais c'est ce que va nous montrer le déroulement de notre échange à contre-pied de ta pratique, parce que moi je voudrais qu'on parle non pas des entreprises toxiques, non pas des managers toxiques, je voudrais qu'on parle des salariés toxiques. C'est quoi un salarié toxique? Ça existe? Alors bien sûr, ça existe. Malheureusement, et je le constate de plus en plus. Donc effectivement, c'est pas non plus... Il n'y a pas de définition ni légale ni juridique vraiment à proprement parler de salarié ou de toxicité. Et on parle d'ailleurs plus de comportement toxique que d'une personne toxique à proprement parler. Mais on a quand même, en fait, ça recoupe quand même plusieurs réalités, plusieurs comportements. Et des comportements, clairement, on peut, c'est surtout une notion qui est utilisée par les managers et les RH en disant c'est une personne toxique ou contre eux. Mais c'est surtout la définition qu'on pourrait en donner, c'est des comportements qui nuisent à l'entreprise. À l'ambiance de travail, aux collègues, voire à la santé des autres collaborateurs. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble de comportements qui vont nuire à l'entreprise, à l'ambiance de travail, à la santé des autres collaborateurs. Alors moi j'ai été, aujourd'hui je suis manager mais d'une plus petite équipe, donc les réalités sont un peu différentes. J'ai été manager dans des grands groupes et des grosses entreprises. Alors moi j'ai un premier truc qui me vient en tête pour l'avoir vécu, c'est le membre de ton équipe qui en fait qu'à sa tête. C'est-à-dire que il y a des process, il y a des consignes. Et alors au début tu te dis j'ai du mal à expliquer, après tu te dis j'ai du mal à formaliser, et puis tu finis par réaliser que quoi que tu fasses, c'est sa façon à lui qui est la bonne, et avec le problème que ça pose pour une équipe, pour une exemplarité, comment est-ce qu'on gère ce genre de choses, jusqu'où on peut aller finalement en tant que manager pour dire à quelqu'un bon écoute, ok, t'es pas d'accord avec la façon dont moi je te propose de faire, mais il va falloir quand même obéir, et je lâche le grand mot. En fait, déjà, on a quand même des obligations légales qui s'appliquent à un salarié, à un manager, à tout le monde. C'est déjà une obligation de bonne foi et d'exécution loyale d'un contrat. Donc, on s'engage dans un contrat, on est censé être de bonne volonté, appliquer les consignes de la part de son manager, de la direction et autres. Même si on n'est pas d'accord avec une consigne, bon, on peut en faire part, mais on peut pas faire de l'insubordination, parce que là, ça revient de l'insubordination, en disant j'en fais qu'à ma tête, moi j'ai décidé que c'est comme ça et pas autrement. Donc là, on se retrouve dans un cas d'insubordination, clairement, qui est sanctionnable, qui est fautif et qui peut être sanctionné. Après, on a une échelle de sanctions, ça peut être un blâme, un avertissement et autres. Donc je déconseille toujours de partir direct de « Ok, lui nous tient tête, il n'y a rien à faire, il nous enquiquine, donc on va le faire partir, c'est le motif idéal pour le virer ». Non, ça c'est quelque chose que je déconseille. On est toujours obligé d'aller quand même dans une gradation. Quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, et ça sera un peu notre fil rouge de conseils, c'est toujours d'abord de privilégier le dialogue. Déjà de comprendre, très bien, ok, la critique elle est constructive,
On a juste à faire un échange en disant très bien. Alors là, toi, tu as cette vision ou cette interprétation. Nous, on te rappelle nos process parce qu'ils ont été établis dans ce but-là et donc qui sont respectés par tous. Il n'y a pas de distinction entre toi, ton collègue Pierre-Paul Jacques. On peut comprendre que par contre, si effectivement la personne s'oppose, mais pas non plus dans la mauvaise volonté de j'ai juste envie d'enquiquiner le monde, mais j'arrive pas à mettre en pratique ou j'ai pas les moyens. Là, c'est différent. On peut pas dire à une personne où on peut pas le. Du coup, ça devient un peu malheureusement une excuse entre guillemets de sa non application ou autre, mais pas de la mauvaise volonté délibérée à proprement parler de se dire moi je ferai obstruction à tout dans la boîte parce que. Mais c'est marrant que tu me parles de ce cas parce qu'en réalité on les connaît tous. En fait, c'est qu'il y a quand même plusieurs personnalités qu'on peut détecter, même s'il n'y a pas un profil type de personne toxique. Mais on a ce cas, on a effectivement le collègue qui va râler tout le temps et qui va embêter tout le monde, qui va plomber l'ambiance, qui se plaint de tout, de la direction, des managers, qui est contente de rien, de ses tâches et autres. Donc ça, effectivement, c'est quand même très compliqué à gérer. Et là, pareil, il va falloir crever l'abcès et comprendre pourquoi. C'est souvent un mal-être et un manque de reconnaissance et de considération. Hein. Tant que la personne, elle est prise à part en mode, bon, on comprend, peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal, on en discute et on voit ce qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est toujours la première approche. On a aussi celui, clairement, qui est là, qui a rien envie de faire et qui reporte le boulot sur tous les autres. Hein. Le procrastinateur né, le passif agressif également, qui va être là, à venir chercher la petite bête pour rien, être assez agressif avec ses collègues ou ses managers. Celui-ci peut être plus problématique parce qu'on peut rapidement virer dans un cas de mal-être au travail et de harcèlement éventuellement pour des équipes. Hein, parce que si c'est répété tout le temps, quelqu'un qui arrive et qui t'en met plein la tête ou qui te parle très mal, voilà, ça c'est plus problématique à gérer. Mais ce qui est un cas que moi je rencontre souvent et qui malheureusement est très problématique pour les boîtes parce que les boîtes savent pas le gérer ou ont peur de virer la personne qui est bien connue et qui est très performante. Donc on a aussi celui qui se dit moi je suis protégé parce que je ramène des sous à la boîte, je suis expert dans mon secteur, je suis la personne référente et qu'on pourra jamais déloger. Donc souvent les patrons ont du mal à se séparer de ces gens en disant ouais mais il est pénible, on a des plaintes contre lui ou il nous agace, mais en même temps c'est un bon élément, il nous ramène du chiffre, de gros clients, il a un gros portefeuille. Et ça en fait les boîtes se rendent pas compte que en fait, ça va leur revenir plus cher, ils vont être plus à risque en protégeant une personne qui leur ramène peut-être du chiffre à l'instant T. Cette personne va leur coûter 10 fois plus cher avec l'impact qu'il a sur le reste de l'équipe, les risques qu'il va faire encourir à la boîte en termes de souffrance au travail et de risques potentiels juridiques, de cas de harcèlement, de démission, de turnover et autres. Et effectivement, donc ça, c'est vraiment un cas très, très fréquent et c'est aussi le cas fréquent dans des cas type de harcèlement. Hein. On veut pas virer le manager ou le salarié type parce qu'on dit « il est performant, donc on va le protéger lui, on va le garder lui » ou on va dire que c'était un petit écart de langage ou un petit comportement inapproprié, ponctuel et on va le garder. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fréquent dans les sociétés et j'encourage vraiment les sociétés à avoir l'effet inverse en se disant « Non, dès que j'ai une petite alerte sur ce cas-là, c'est peut-être même les profils les plus à risque. » Celui qui est très performant et qui se pense au-dessus des lois et protégé en toutes circonstances. Bien sûr, et qui est compliqué à gérer. Je voudrais juste revenir, parce que c'est vrai que tu vois ce fil-là aussi, c'est celui qui râle tout le temps. Alors en plus, il y a un profil français, qui est un sport national, mais on est d'accord, toi et moi, que celui qui râle tout le temps dans une équipe, qui critique tout le temps, il a un point négatif sur l'équipe pour avancer. Et pour autant, on est d'accord que c'est pas une faute de râler tout le temps. Mais est-ce que, en tant que manager, j'ai quand même un moyen d'action sur un comportement qui n'est pas contributif, je dirais? Alors, on va revenir un peu de cas parce que s'il râler effectivement, c'est pas quelque chose d'agréable pour tout le monde, mais en soi, c'est pas illégal de râler. C'est pas illégal, ouais, bien sûr. Mais la limite, elle est vite atteinte quand, par exemple, il va passer de juste râler à se plaindre et critiquer. À la critique, c'est pas pareil. Voilà, à la critique et le dénigrement de la boîte, des managers, de autres. Là, si c'est une critique, on peut passer dans les cas effectivement il y a toujours la fameuse limite de liberté d'expression, il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec une politique, mais si c'est pour vraiment nuire à la boîte, que ça a un impact négatif sur la société, là on va pouvoir effectivement le sanctionner par un rappel à l'ordre, un avertissement et s'il se recadre pas ou s'il persiste, à la fin le licencier pour faute. Ah, c'est bien, c'est clair. Non, c'est bien, c'est clair, il faut se le rappeler. Et puis surtout si ça a une fois de plus des incidences sur les collègues. Bien sûr.
La personne qui plombe l'ambiance et qui, à cause de lui, on a quand même l'employeur et les managers ont quand même une responsabilité. Et les salariés, d'ailleurs, entre eux, ils ont la responsabilité donc aussi de protéger la santé des salariés, mais également de protéger la santé des collègues. Donc, si on a un collègue qui impacte le collectif négativement, on peut pas rester impassible en disant bon c'est pas grave, c'est le râleur de service. Non, ça passe pas. Donc il va falloir quand même mettre des choses en place, éventuellement mettre d'autres mesures, hein, peut-être changer d'équipe si on voit qu'il y a un vrai sujet. Si là encore ça ne s'arrange pas, effectivement passer peut-être à quelque chose, un accompagnement, trouver vraiment toutes les solutions pour trouver une solution amiable, on va dire clairement, ou apaiser le climat. Et si malgré ça, c'est juste une personne effectivement qui a juste envie de dénigrer la boîte, de critiquer systématiquement et de tout faire limite aussi, parce que c'est aussi un des cas pour que la société le vire pour faute clairement, ou le vire tout court, le fasse partir, parce qu'on a aussi, c'est aussi des fois une mesure de pression, hein, des salariés qui en ont marre, qui veulent partir, mais qui vont pas démissionner. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, ça, on va en parler aussi. Je voudrais revenir à quelque chose que tu viens de dire là. Tu as dit les salariés aussi ont une responsabilité. Parce que ça, on l'oublie beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'ai un peu l'impression qu'on vit dans un monde du travail où tout est ascendant et tout doit descendre. Et ce que tu dis, c'est le salarié a aussi la responsabilité de dire, bon, là, ça suffit, et de lever la main. Et de lever la main et surtout de ne pas impacter la santé du collectif et de ses collègues. Et ses collègues ont la responsabilité de réguler. C'est-à-dire, est-ce que finalement, à un moment donné, un manager peut dire à son équipe, vous n'avez pas non plus joué le jeu ou joué votre rôle de m'alerter, parce que on sait bien qu'il peut y avoir un peu du non-dit, et donc et tout à coup les trucs pètent. Et est-ce qu'un manager finalement peut dire à son équipe, vous n'avez pas joué le jeu non plus et vous auriez dû remonter, vous auriez dû dire. Alors, il peut, mais justement, tout l'intérêt, c'est ça. C'est que dès le départ, il faut que dans l'entreprise, et ça, c'est vraiment la prévention à mettre en place avant, c'est d'instaurer ce climat de feedback régulier, de points d'échange avec les équipes. C'est le rôle de la boîte, du manager et des collègues et des salariés. Donc, c'est le rôle de tout le monde. Mais effectivement, la responsabilité, elle sera surtout sur le manager quand même. Sauf effectivement le salarié en cause qui lui est problématique et qui peut être tenu responsable à titre personnel, hein. Mais sinon c'est vrai que c'est souvent plutôt la responsabilité du manager qui est le relais de l'employeur aussi et qui a cette responsabilité de gérer ses équipes, de voir l'ambiance, de cadrer les relations ou de trouver des solutions s'il a des petites alertes et en fait, c'est vrai que malheureusement, peu de managers sont vraiment formés aussi à détecter les signaux, quoi. Ah, c'est sûr. Et les chiffres, comme tu le dis, les salariés ne parlent pas parce qu'il y a quand même une peur de représailles. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent un mal-être ou autre, mais qui n'en parlent pas ni à leur hiérarchique et encore moins à la direction. Donc, quand ça pète, c'est souvent parce qu'il y a eu un gros événement où là, c'était l'élément de trop, ou vraiment parce que les RH ont suivi de près les indicateurs en disant oula, ce service, on a un turnover important, on a un nombre d'arrêts maladie qui explose. Voilà, tous ces indicateurs-là vont refléter qu'il y a un mal-être dans un service ou qu'il y a un vrai souci, et il faut être proactif, toujours aller prendre un peu la température, parce que c'est pas forcément les salariés qui font remonter l'info. Oui, mais j'adore, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, globalement, on sait tous et on a tous vécu des situations où tout le monde sait, personne ne parle. Et là, ce que tu dis, c'est le manager ou l'équipe RH doit pouvoir trouver des indicateurs, parce qu'ils existent, pour être capable de faire ce que moi je vais appeler une intervention, alors sous une forme ou une autre, en disant il y a quelque chose dans cette équipe qui fonctionne pas bien, il faut qu'on en discute. Et en fait, c'est ça aussi qui va permettre de prévenir. Exactement, c'est l'obligation de prévention. L'obligation de prévention, c'est de mettre une ambiance de travail et des moyens sains et sereins pour toutes les équipes, et qui évitera la survenance de risques. Donc, quand il y a déjà des indicateurs dans le rouge un peu partout, le risque, il est déjà là. Donc, il faut encore plus réagir. Mais effectivement, c'est plutôt d'instaurer cette politique de, OK, même si ça peut être de manière anonyme, mais effectivement, de retour régulier, de prise de température, comment vous vous sentez dans votre équipe, comment vous sentez, vous avez des problématiques ou non avec des collègues, avec votre supérieur, comment on peut améliorer les choses, et ça de manière fréquente, et limite faire une sorte de baromètre anonyme ou des questionnaires anonymes tous les mois, ça serait vraiment le top, parce que c'est vrai qu'on sait que 3 mois, 6 mois, c'est trop long comme délai et comme point d'étape, et c'est drôle, du coup, on revient un peu au sujet où tu me disais, mais est-ce que effectivement les salariés ont aussi, on parle pas souvent de ce cas-là,
Mais on parle toujours de managers toxiques. Donc là, il y en a beaucoup des managers toxiques, effectivement. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence qui mettent quand même le mot un peu toxique dans les pratiques qui ont été faites. Par exemple, un management brutal, par la peur, par la terreur, des ordres, des contre-ordres, diviser l'équipe. Tout ça, effectivement, c'est toxique. Ça, c'est un manquement à l'obligation. Du coup, les sociétés sont condamnées pour manquement à leur obligation de sécurité. Et les managers sont virés pour faute grave. Parce qu'effectivement, le contrat ne peut pas être maintenu et que les conséquences de leur acte est trop grave sur la santé des salariés. Donc ça, c'est vrai que ça arrive souvent, mais des cas où peu de gens le savent parce que c'est pas il y a pas beaucoup d'affaires sur cet aspect-là et peu de communication. Les managers aussi peuvent être victimes de harcèlement de la part de leur équipe. Bah écoute, tu anticipes ma question suivante, parce que on en a tous entendu parler de ce que moi je vais appeler le harcèlement ascendant, mais on sent bien que ça fait un peu sourire. Effectivement, cette notion ce que moi j'appelle le harcèlement ascendant, on n'en parle pas tant que ça, et pourtant on est d'accord, ça existe. Ça existe, il y avait même eu une première décision, c'est la chambre criminelle qui avait reconnu que c'était possible et ça remonte à 2011, le 6 décembre 2011. On a reconnu que le harcèlement moral pouvait être aussi le fait d'un subordonné à l'égard de son supérieur. Donc oui, bien sûr que ça existe, c'est juste que c'est moins commun, moins mis en avant et effectivement, on a aussi moins de managers qui vont avoir tendance à se dire « Oula, c'est du harcèlement », à alerter la société pour être protégée ou qu'il y ait une réaction qui est prise. On a eu d'autres cas plutôt là en social où effectivement on a des salariés qui se sont eux plaints de harcèlement en tant que victimes et dans le cadre de l'enquête, on s'est rendu compte que finalement soit c'est eux qui étaient harceleurs de toute leur équipe ou qui avaient porté des accusations mensongères de harcèlement contre leur N+1 qui ne pouvaient pas voir. Et là on a pu les licencier en tout cas pour la mauvaise foi, donc ils ont pu être licenciés et pas être protégés au titre du harcèlement parce qu'effectivement c'était mensonger. Parce que comment on fait pour harceler un N+1? C'est quoi les indicateurs ou les signaux faibles où on doit se dire là il y a une relation qui est pas bonne, mais du collaborateur vers le manager? Alors il y a plusieurs signaux. Hein. Ça peut commencer effectivement, comme on disait tout à l'heure, hein, quelqu'un qui fait exprès de s'opposer ou de dénigrer le N+1, soit en réunion ou autre, de le stigmatiser, hein, de s'opposer à tout ce qu'il dit, à remettre en question les directives, pour un oui, pour un non. On a aussi le cas de plusieurs salariés qui vont se monter contre eux. Et ça arrive fréquemment quand on a justement des réorganisations d'équipe. On a ou une promotion interne, on met quelqu'un en manager et puis en fait, c'est mal vu par les autres qui estimaient que le poste leur revenait plus. Ça, c'est très fréquent. Et donc, du coup, petite bande qui va se liguer contre le N+1 pour le faire craquer. Donc, clairement, oui, l'isoler, ne pas lui parler, pas déjeuner avec, le court-circuiter d'informations. Enfin, en fait, on applique exactement les exemples types et les comportements types que des salariés vont subir de la part de managers ou autres, à cette fois-ci de la part de salariés envers leur manager. C'est les mêmes pratiques, hein. Et c'est souvent ça, l'isolement, de manque d'infos ou inventer aussi des rumeurs, les ragots, ça c'est fréquent, inventer de fausses histoires contre un manager. Et après, c'est souvent une parole contre une autre, mais il suffit qu'une équipe se monte contre un manager, qu'ils attestent tous pour le faire sauter. Malheureusement, si lui, il a aucune preuve, c'est lui qui va partir. Ouais. Alors que c'est complètement faux. Ouais, je comprends. D'où l'intérêt, pour tous et surtout les managers, de cadrer, de faire des points réguliers, de faire des écrits, de montrer que voilà, il savait cadrer ses équipes, qu'il a toujours été force de proposition, à l'écoute des remontées. Comme ça, justement, demain, on peut pas dire non, c'est le manager qui nous a mis la pression, qui nous écoutait pas, qui nous imposait des choses ou autres. Non, faut documenter. On n'a pas le choix, comme toujours. Il faut documenter correctement, c'est-à-dire réfléchir à son mail, dormir dessus avant de l'envoyer, pas réagir dans la colère, mais documenter. Exactement. Et surtout, pas hésiter à signaler aux RH, hein, c'est aussi leur rôle. Et les RH sont là pour accompagner le manager, quitte à le former. Il y a encore un peu ce truc que j'ai entendu il y a encore pas très longtemps, parler à la RH, c'est comme rapporter à l'école, quoi. Et ça n'a aucun sens parce que oui, effectivement, un manager peut avoir besoin d'aide parce qu'il a des difficultés relationnelles dans son équipe, particulièrement s'il a des gens. J'ai bien aimé ce que tu as dit au début, s'il y a des gens qui sont dans une logique de nuire,
et non pas de contribuer. Et ça, il n'est pas obligé d'y faire face tout seul. Alors, j'ai un dernier cas qui relève pas, mais qui est un cas que j'ai vécu. Alors, ça relève pas d'un comportement toxique, mais là aussi, je sais pas très bien comment on peut réagir. C'est quand à l'intérieur d'une équipe, tu as une relation interpersonnelle amoureuse dont tout le monde est au courant, qu'elle soit extra-conjugale ou pas, et que ça joue quand même dans la dynamique de l'équipe. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que là, on est dans le champ de la sphère privée, donc tu peux juste le subir? Voilà, c'est quoi les marges de manœuvre d'un manager dans un cas comme ça? Alors, manager ou employeur, en clair, les relations amoureuses au travail, c'est pas illégal. Et ça arrive souvent, on sait que la plupart des couples se forment au travail. Voilà. Donc en fait, effectivement, on a l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée, et dans le cadre professionnel aussi, on a un article, l'article sur les discriminations fondées sur la situation familiale. Le principe, c'est qu'il est illégal. Et ça, il y a plusieurs boîtes qui essayent de mettre, notamment des boîtes mettent des chartes avec une interdiction de principe. Donc il est illégal d'interdire purement et simplement des relations amoureuses dans l'entreprise. Sur le principe, on n'a pas le droit. Par contre, bien entendu, on a le droit de cadrer et de sanctionner les conséquences que peuvent avoir ces relations dans le collectif ou dans le cadre du travail. Donc je m'explique, parce que souvent ça peut, on a eu un cas récent justement de mai 2024 où c'est un DRH qui a été licencié pour avoir caché sa relation amoureuse avec une des syndicalistes. Et là, on sanctionne pas le fait qu'il a eu une relation. La Cour de cassation, elle a validé son licenciement pour faute grave parce qu'elle a estimé que il avait dissimulé la relation et que ça avait créé un conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il se donnait les informations. D'accord. Donc là, et là, récemment, on a aussi le cas très fréquent de relations amoureuses entre collègues ou managers et subordonnés. Et à l'issue de la rupture, de la relation, bien sûr, on passe dans du harcèlement sexuel. La personne, et même si ça s'est fait hors du cadre du travail, à partir du moment où il y a un lien avec le travail ou qu'il y a une incidence dans le cadre du travail, l'employeur doit réagir. Sinon, il manque à son obligation de réaction et de sanction et de santé et de prévention. Et le salarié en question a été licencié pour faute grave et harcèlement sexuel. Parce qu'il n'a pas accepté la rupture et qu'il a commencé à harceler la salariée ou sa collègue avec des textos pour avoir des discussions, pour essayer de provoquer des rencontres qu'elle a refusées. Et c'est vrai qu'on a aussi le fait d'avoir ce lien hiérarchique qui va être perturbé parce qu'on a aussi le risque de favoritisme quand c'est un manager avec une subordonnée, de partialité dans les évaluations, les promotions, la fameuse promotion canapé, enfin, on sait tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs boîtes qui mettent en place ça, c'est légal. Après, c'est quand même compliqué à gérer en pratique, où vraiment on peut quand même sanctionner le fait que c'est pas remonté. Mais dans ces cas-là, type notamment avec, pour moi, j'estime quand il y a surtout ce risque-là avec un manager ou un N+1 avec une subordonnée, il y a certaines sociétés qui ont mis en place des sortes de chartes ou de love politique. C'est-à-dire qu'ils exigent que leurs salariés déclarent quand même leur relation de manière confidentielle ou à un seul service RH ou autre sur une plateforme ou par un canal uniquement quand la relation peut créer des conflits d'intérêts justement et ça existe et ça c'est autorisé mais là aussi il faudra une proportionnalité et on n'a pas encore de cas sur ça sur la légitimité ou s'il y a des sanctions si c'est pas fait Est-ce que ça peut être un motif de mobilité contrainte, c'est-à-dire est-ce que par exemple je peux avoir une charte qui dit bon donc c'est légal très bien, par contre s'il y a lien hiérarchique, il y en a un des deux qui bouge. Oui, ça peut en fait moi j'estime que tant qu'on a des tensions ou qu'on a un risque d'affecter le fonctionnement de l'entreprise, effectivement, on peut toujours et que en plus ça peut amener aussi à des tensions avec le reste des équipes, forcément. La petite chouchoute ou petit chouchou qui est protégé parce qu'on sait que voilà. Que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, ça crée que ça soit vrai ou pas, on va présupposer de toute façon. Oui, bien sûr. Oui, de toute façon. Comme il y a aussi un principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, voilà, on est clairement dedans. Donc bien sûr que l'employeur ou les RH doivent déjà proposer, dans tous les cas, trouver la médiation, les choses ok, mais réorganiser des équipes pour éviter les interactions, rappeler effectivement les règles de comportement professionnel à avoir et si vraiment
comme là ça a été le cas dans les 2 affaires qu'on a citées, aller jusqu'à licencier les personnes. Si c'est dissimulé, ça va un peu aussi avec l'obligation de loyauté et de bonne foi, hein, qui s'applique à tout le monde. On peut pas cacher des relations qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact en tout cas négatif dans le collectif ou à risque pour la société. Eh ben, écoute Inès, merci beaucoup de nous avoir rappelé que oui, un salarié peut aussi avoir des comportements qui nuisent à l'entreprise et que c'est sanctionnable. Merci beaucoup. Merci à toi, avec plaisir. Merci Inès pour cet échange passionnant qui nous a rappelé des choses essentielles, mais qu'on oublie. C'est que non, râler, c'est pas illégal. Non, avoir des relations amoureuses dans une entreprise, ça n'est pas illégal. Non, ne pas être d'accord, ça n'est pas illégal. Mais si ça nuit à l'entreprise, si ça pèse sur son fonctionnement, alors ça devient un problème. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.